retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. On va commencer avec un tome 1, le tome 1 des Âmes Rouges, écrit par Alicia et Sarah Krause et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, les Âmes Rouges a des avis assez mitigés lorsque vous regardez, que ce soit sur Livre Addict ou d'autres sites, mais il faut noter qu'il vient de paraître seulement maintenant aux éditions Pocket Jeunesse et qu'avant, il était paru plus ou moins en auto-édition, je pense, chez Amazon. Alors, beaucoup disent qu'il est bourré de fautes d'orthographe, c'était certainement vrai donc quand il était chez Amazon, mais depuis Pocket Jeunesse a fait un magnifique travail éditorial et nous offre un roman qui est totalement exempt de fautes d'orthographe et dont la plume est plutôt agréable. Elle est classique pour le genre young adulte, en tout cas elle se lit très très bien. Ici, nous allons donc rencontrer Ellie et Sam qui ont respectivement 16 et 11 ans, qui avaient une vie plutôt normale jusqu'au jour où leur mère va décider de les emmener à Isengard. Isengard qui est une ville où ils ne sont pas censés mettre les pieds puisque c'est la ville où résident, on va dire, leurs ennemis entre guillemets, la famille Bouchard. Il faut savoir quand même que le commissaire Bouchard n'est ni plus ni moins que leur oncle, mais malgré tout, eh bien, il y a des tensions dans la famille et les enfants ne sont pas censés y aller. Jusqu'ici, cela aurait pu être assez banal si leur mère n'avait pas décidé de les abandonner au bras d'un boulanger et d'une boulangère quelque peu psychopathe. En tout cas, le boulanger et la boulangère sont très épris de sang et les gamins vont réussir à survivre malgré tout pour retrouver leur mère qui va gentiment les abandonner avec deux consignes. La première, enfuyez-vous le plus loin possible, charmant, et la deuxième, ne jamais boire de sang. Encore plus charmant, vous le noterez. Bref, les gamins se retrouvent complètement perdus, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais ils vont décider tout de même de désobéir à leur mère et au lieu de s'enfuir, vont partir à la recherche de leurs parents. Pour cela, ils ne vont pas hésiter à tomber dans les bras des ennemis de la famille, puisqu'ils vont se faire adopter par la famille Bouchard afin de pouvoir enquêter sur finalement la disparition de leurs parents, sur pourquoi leurs parents les ont abandonnés. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai totalement accroché. On a ici des créatures qui ne sont ni des zombies, ni des vampires. Alors je sais que ça peut parfois perturber, mais moi j'ai trouvé ça génial d'avoir quelque chose d'un petit peu plus original. Les créatures ici ont plusieurs stades d'évolution, mais dans l'ensemble elles sont appelées les Helminths, parce que en fait il y a un ver qui prend possession de votre corps et la plupart du temps, vous n'y survivez pas, et en tout cas, si vous arrivez à y survivre, vous n'êtes pas vous-même, puisque c'est le ver qui va prendre finalement le contrôle de votre corps pour le meilleur et pour le pire. En effet, les Helminths ont une certaine tendance à avoir très envie de sang, voire de chair humaine, et ce ne sont pas les personnes les plus délicates de la Terre. Sammy et Ellie vont devoir faire face à ces créatures, vont essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est afin de retrouver leurs parents et vont donc vivre, ma foi, des mésaventures fort déplaisantes. Ici, les auteurs ont construit un univers, un folklore qui est très riche et très abouti, mais aussi très complexe. Et d'ailleurs, vous avez en début d'ouvrage un mémo qui vous redonne finalement les différentes familles avec les membres de la famille et leurs affiliations. Et ce mémo est indispensable pour ne pas se perdre. Il faut vraiment s'y référer régulièrement jusqu'à ce que tout soit clair, parce qu'en effet, il y a tellement de personnages que sinon on a vite fait de se paumer. D'autant qu'elle va faire quelques flashbacks dans le passé afin tout simplement de nous faire découvrir pourquoi la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, pourquoi la famille Bielski, donc Ellie et Sam s'appellent Bielski, et la famille Bouchard ne peuvent pas se voir, etc. Pourquoi Sam et Ellie sont des enfants particuliers. On va remonter dans le passé pour ça jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et petit à petit tout va s'enchaîner, les faits vont s'imbriquer les uns dans les autres et finalement on va comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est vrai qu'on a tout de même ici une certaine complexité dans le roman, notamment pour un young adulte. Moi ça ne m'a pas gêné, mais il demande une certaine concentration. En tout cas, pour ma part, mon avis en est positif, mon ressenti en est extrêmement positif, même j'ai personnellement été captivée par cette histoire et je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre tome 1, il s'agit des Puissants, écrit par Vic James et paru chez Nathan Éditions. Alors ici, nous sommes dans une Angleterre alternative, puisque finalement, nous avons deux catégories d'êtres humains, les humains normaux comme vous et moi, et les humains qui ont des dons, qui ont donc des pouvoirs et qui sont appelés les égaux.
Les égaux règnent donc sur l'Angleterre. Il faut savoir que ce n'est pas pareil dans les autres pays, mais en tout cas chez eux, c'est comme ça. Ils ont instauré une véritable dictature et donc le reste de la population doit carrément leur offrir 10 ans de leur vie en esclavage. 10 ans pendant lesquels vous n'aurez même plus le statut d'être humain, 10 ans pendant lesquels vous n'aurez plus aucun droit, 10 ans pendant lesquels, eh bien, vous allez subir les pires atrocités et voilà, vous serez vraiment des esclaves. Nous allons donc suivre ici une famille où il y a 3 enfants, Abby 18 ans, Luke qui doit avoir 16 ans je crois, et Daisy qui est beaucoup plus jeune, donc qui a 12 ou 13 ans, je ne sais plus. Abby, comme elle sait qu'ils vont devoir un jour ou l'autre offrir leur vie en esclavage vu que leurs parents ne l'ont pas encore fait, a donc essayé d'arranger les choses pour le mieux et proposer à sa famille qu'ils fassent leurs 10 ans d'esclavage en même temps mais aussi ensemble puisqu'elle a contacté une riche famille d'égaux pour essayer d'entrer à leur service. La famille va accepter de les prendre, ils sont plutôt contents de ce fait. D'autant que si vous n'êtes pas pris, vous allez dans une cité d'esclaves où vous travaillez dans des usines et où la vie est totalement horrible. Ils espèrent donc avoir une condition légèrement plus enviable. Sauf que le jour où ils vont partir pour cette famille, eh bien Luke va être séparé puisque les Jardines ne savaient pas quoi faire de lui. Il va donc être envoyé dans la cité industrielle de Millmoor, cette cité d'esclaves, et va être séparé du reste de sa famille. Il va rencontrer là-bas d'autres personnes et pour lui, le temps de la révolution a sonné. De son côté, Abby et Daisy ainsi que leurs parents vont devoir s'habituer à leur nouvelle vie avec les Jardines. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place, énormément d'événements. Il y a pas des complots, mais bon, il y a des machinations entre les égaux qui veulent un pouvoir absolu, qui veulent garder les humains en esclavage, qui trouvent ça normal, et les quelques égaux, c'est sporadique, mais il y en a quelques-uns qui sont pour l'égalité, qui veulent supprimer ces 10 ans d'esclavage, etc. Et donc vous verrez que tout s'imbrique, c'est assez bien fichu, il faut l'avouer, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, je ne sais pas dire pourquoi. Peut-être parce qu'il y a quelques longueurs, pourtant j'ai pas eu l'impression de longueur, mais je ne sais pas, peut-être un petit manque de retournement de situation, je ne sais pas, je suis passée à côté du coup de cœur, je sais pas trop l'expliquer pourquoi, mais sincèrement j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très riche et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, d'autant que la fin de ce tome 1 donne vraiment envie de découvrir le deuxième tome. Ensuite j'ai aussi lu un tome 1, le tome 1 de The Effigies qui est paru chez Lumen. Alors ce fut une bonne lecture, sauf que je pense que j'avais mis la barre un petit peu trop haute parce que je m'attendais quand même à quelque chose de plus complet, quelque chose qui avait peut-être un petit peu plus de corps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire est très bonne, mais l'héroïne m'a quand même un peu gonflé et je pense qu'au final, c'est surtout ça qui est un petit peu pas mitigé, mais qui a un petit peu baissé mon enthousiasme vis-à-vis de cette lecture. Après, il faut dire que le pitch vend du rêve, et sincèrement, je trouve que le folklore mis en place est assez sympa. Donc, nous sommes dans notre univers, à cela près qu'il y a des spectres à combattre. Je vous laisse en découvrir, en savoir un petit peu plus sur les spectres, mais vous verrez que j'étais un petit peu sur ma faim par le manque d'exploitation, puisque l'auteur vous met dans cet univers, vous savez qu'il y a des spectres, vous savez qu'il y a des effigies, vous savez que les spectres sont mauvais, qu'il faut les combattre, mais qui sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, il n'y a aucune réponse. Et voilà, c'est ce que je disais, ça manque un peu de corps, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé. Peut-être que cela le sera par la suite, c'est à voir. Bref, dans cet univers, il faut combattre les spectres, et donc les villes ont des barrières anti-spectres, ont pas mal de façons de les combattre, mais il existe aussi 4 effigies. 4 effigies à travers le monde, qui sont des filles toujours qui ont un pouvoir qui est lié à l'un des éléments, l'eau, le feu, l'air ou la terre. Lorsqu'une effigie disparaît, meurt, une autre prend immédiatement sa place, et le truc assez original, c'est qu'elle va conserver la mémoire des autres effigies, et ça c'est un point que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que déjà du jour au lendemain vous êtes catapulté effigie avec des nouvelles capacités que vous n'avez pas vraiment le temps d'appréhender, et en plus vous devez vous coltiner les souvenirs des autres.
Donc voilà, j'ai trouvé très sympa, l'idée est très originale, même si je vous dis, j'ai encore pas mal de questions auxquelles j'attends des réponses, et j'espère que le folklore sera plus développé encore dans la suite de ce roman. Les personnages sont assez sympas, même si, eh bien, le personnage principal m'a un petit peu énervée au fur et à mesure. En fait, au début, elle apprend qu'elle est Fiji, c'est très compliqué pour elle, elle ne se sent pas à l'écran, elle recule un peu et j'ai trouvé que c'était très crédible. Sincèrement, du jour au lendemain, elle aurait fait « Youpi, c'est moi », ça l'aurait pas fait, d'autant qu'elle était totalement fan des Fidjis, donc pour elle c'est une idole, et du jour au lendemain elle passe de l'autre côté de la barrière. Sauf que jamais elle va rentrer dedans tout au long du roman, elle va se poser des questions et des questions et des questions, mais surtout l'auteur va s'attarder sur ces questions, et donc du coup il y a des paragraphes entiers qui auraient pu disparaître parce que on s'attarde sur les questions existentielles de la Miss, et sincèrement c'était un peu lourd, il faut quand même l'admettre, et cela a fait que son personnage m'a un petit peu énervé. En plus, les autres effigies ne sont pas sans défaut. Alors, l'auteur a fait exprès de nous créer des personnages. Par exemple, vous avez Belle, l'effigie de l'eau, je crois, qui est assez imbuvable, hein. Elle est complètement asociale. Vous avez Lake, qui est l'effigie de l'air, qui elle ne vit que pour sa carrière, mais qui a absolument pas envie d'aller combattre. Et la troisième, l'effigie de la terre, elle a carrément un sale caractère. Donc, que ce soit Maya, alors ça doit être Chairing, je crois, celle de la Terre, Lake ou Belle, voilà, elles ont tous des caractères un petit peu particuliers, donc l'auteur nous a bien montré que non, ce ne sont pas des super-héroïnes qui ne rentrent pas dans les codes du genre. Malheureusement, eh bien, elle en a fait des personnages qui ne sont pas toujours attachants, et ça c'est dommage, et je pense que pour moi, ça a été le point faible de cette histoire, c'est que les personnages, j'ai pas été transcendée par eux. Je suis super contente qu'ils soient pas caricaturaux, qu'ils ne soient pas super-héros, etc. Malgré tout, on peut faire des personnages qui ne sont pas caricaturaux, mais qui ne sont pas non plus hyper énervants. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Après voilà, hein, la lecture est quand même bonne. Je l'ai lu avec plaisir et l'histoire est très sympa. Je vous laisse la découvrir, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est super sympa à suivre. Le folklore est très bien, donc j'ai rien à dire dessus. Mais simplement, j'espère que les personnages vont évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus carré. En tout cas, vers la fin, ça laisse présager qu'elles ont pris un peu de maturité et surtout qu'elles forment une équipe, qu'elles vont plus être dans leur coin. Et donc, ça laisse présager une suite où elles seront plus intéressantes à suivre. Donc voilà, j'en ai fini avec ce nouvel update lecture où je vous ai présenté finalement 3 premiers tomes parus en 2017. J'ai eu une excellente lecture, une très bonne lecture et une bonne lecture finalement. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée et de très belles lectures. Ciao, bye!